Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour comprendre l'intérêt d'étudier le delta O18 dans les glaces polaires afin de reconstituer les paléotempératures. Donc pour cela, on va travailler sur la composition isotopique des glaces polaires et notamment les isotopes de l'oxygène. Pour commencer, un petit rappel sur les isotopes. Donc les isotopes, comme indiqué sur la diapositive, ce sont des atomes qui possèdent le même nombre d'électrons et donc de protons, mais il peut y avoir une différence, notamment au niveau des neutrons. Donc c'est ce que l'on retrouve sur l'exemple qui vous est proposé en dessous, sur les isotopes de l'hydrogène, qui en possèdent 3. Donc l'hydrogène classique, avec un électron, un proton et 0 neutron. L'hydrogène H2, donc le deutérium, qui possède un électron, un proton et un neutron, donc un neutron supplémentaire par rapport à l'hydrogène classique. Et le tritium, qui est de l'hydrogène H3, avec un électron, un proton et 2 neutrons. Donc voilà pour le rappel sur les isotopes. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les forages des calottes glaciaires. Ici, vous avez une image de scientifiques qui sont en train de réaliser un forage en Antarctique. Donc c'est un forage relativement superficiel qui va permettre de récupérer une carotte de glace de plusieurs dizaines de centimètres, mais les forages scientifiques réalisés avec des carotteurs beaucoup plus importants permettent de remonter à des glaces très anciennes, jusqu'à environ 800 000 ans. Donc voilà ce que l'on peut récupérer à l'issue d'un carottage. On récupère donc une carotte de glace qui est à l'intérieur du tube de carottage. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la composition des glaces de l'Antarctique, et notamment les isotopes de l'oxygène. Donc justement, les isotopes de l'oxygène vont nous permettre de réaliser une mesure particulière qu'on appelle le delta O18. Donc il existe plusieurs isotopes stables de l'oxygène 16 et l'oxygène 18. L'oxygène 16 est le plus abondant à la surface de la planète. Il représente 99% de la composition en oxygène de la planète et seulement 0,2% pour l'oxygène 18. On les retrouve dans tous les composés oxygènes naturels et notamment l'eau, et c'est ce qui nous intéresse pour la glace. Il existe donc de l'eau, donc une molécule d'eau, H2O, avec de l'oxygène 18 ou de l'eau avec de l'oxygène 16. On va parler d'eau avec un oxygène lourd ou de l'eau avec un oxygène léger. À partir de ces rapports, donc, pour réaliser la mesure du delta O18, on a besoin de réaliser des mesures d'oxygène 16 et d'oxygène 18 dans les glaces polaires, et pour cela, on fait appel à un spectromètre de masse. Ce sont ces mesures qui vont nous donner les quantités d'oxygène 16 et d'oxygène 18 à l'intérieur des portions de glace que l'on aura récupérées en Antarctique. Le delta O18, comme indiqué dessous, représente la quantité d'oxygène 18 et 16 dans l'échantillon que l'on veut tester par rapport à la quantité d'oxygène 18 sur l'oxygène 16 dans le standard. Donc le standard, pour nous, c'est le rapport actuel dans l'eau de mer, dans l'eau des océans. Alors, qu'est-ce qu'il se passe au cours de l'évaporation et du transport de cette vapeur d'eau en direction des pôles? Donc, on a un delta O18 qui est égal à 0 pour 1000 dans l'eau de mer. On a la même quantité d'oxygène 18 dans l'échantillon mesuré et dans notre échantillon de référence. Donc, un delta O18 de 0 pour 1000. Au cours de l'évaporation, l'eau de mer qui s'évapore est majoritairement constituée d'oxygène 16 qui va se retrouver donc dans la phase vapeur, alors que la molécule d'eau avec l'oxygène 18, elle va avoir plus de mal à s'évaporer et va rester préférentiellement dans l'eau de mer. Voilà pourquoi on retrouve tout de suite dans la vapeur d'eau au niveau de l'équateur un déficit en oxygène 18 et donc un delta O18 négatif de l'ordre de 10 pour 1000. Au cours du transport de ce nuage, il va y avoir plusieurs phases de condensation et donc
l'oxygène 18 étant plus lourd, il va préférentiellement passer dans la phase liquide et donc retomber sous forme de précipitation dans les océans. Donc au cours du transport et des condensations successives, on voit que le nuage de vapeur d'eau va avoir un déficit en oxygène 18 de plus en plus important. Donc on passe de moins 10 au niveau de l'équateur jusqu'à moins 30 à 45 degrés de latitude nord et jusqu'à moins 50% au niveau des pôles. Et donc dans les précipitations que l'on va avoir au niveau des pôles, on a un rapport d'oxygène 18 sur oxygène 16 dans la glace très négatif, donc un delta O18 largement négatif de l'ordre de moins 40 pour 1000. C'est ce que l'on retrouve sur cette carte mondiale des précipitations et des moyennes du delta O18 dans les autres précipitations. C'est une carte un petit peu ancienne qui date de 2009. On se rend compte que plus on s'écarte de l'équateur et plus les précipitations ont un rapport delta O18 négatif. Voilà pourquoi au nord du Canada, on a des couleurs bleues et violettes qui correspondent à des valeurs très négatives du delta O18 de l'ordre de moins 26, moins 30, moins 33 pour 1000. Alors à quoi vont nous servir ces mesures du delta O18? Elles vont nous permettre de réaliser des mesures de température très anciennes et on va donc pouvoir reconstituer des paléotempératures à partir de ce thermomètre isotopique. Donc c'est ce graphique de référence qui nous permet de comprendre ça. Donc ici on a la valeur du delta O18, de l'autre côté c'est le même genre de mesure mais avec l'isotope, avec les isotopes de l'hydrogène, donc le delta D pour le delta deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène que je vous ai présenté au début de cette capsule. Et en bas on retrouve la température, donc des températures de plus en plus négatives, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40 et moins 50 degrés Celsius. On se rend compte qu'il existe une linéarité, une relation linéaire entre le delta O18 et la température au moment de la formation de la glace. Cette linéarité nous permet de reconstituer la température au moment des précipitations à partir de la valeur du delta O18 dans la glace qui se forme. Exemple, si je prends une carotte de glace avec un delta O18 de l'ordre de moins 30 pour 1000, je peux déterminer qu'au moment de la formation de cette glace, il faisait à peu près une température de moins 24 degrés au Groenland. J'applique le même raisonnement pour le delta deutérium. Ici pour la Terre Adélie, donc en Antarctique, j'ai la même courbe avec la même relation linéaire. Et si j'ai une calotte glaciaire avec un delta deutérium de l'ordre de moins 200 pour 1000, je peux en déduire qu'il faisait à peu près moins 32 à moins 34 degrés au moment de la formation de la glace. Et donc c'est ce thermomètre isotopique qui va nous permettre de reconstituer les climats anciens, donc les paléoclimats, à partir des mesures dans les glaces polaires. Donc si on se place comme actuellement, voilà ce qu'il se passe. Donc c'est le système que je vous ai présenté tout à l'heure avec l'évaporation. Ce nuage qui va se former est majoritairement composé d'oxygène 16. Au cours des précipitations, ce nuage s'appauvrit en oxygène 18 qui lui passe préférentiellement dans la phase liquide, donc dans les précipitations. Et donc on a de la glace très appauvrie en oxygène 18 au niveau des pôles, de l'ordre de moins 40 pour 1000. Maintenant, si je me place dans des contextes différents, donc pour des périodes plus froides ou plus chaudes à l'échelle de la planète, je vais avoir le même principe au départ, une évaporation au niveau de l'équateur, mais pour une période plus froide, il va y avoir des précipitations beaucoup plus importantes et qui vont commencer à des latitudes beaucoup plus basses. Si j'ai plus de précipitations, j'ai plus d'oxygène 18 qui passe dans la phase liquide, donc dans les précipitations, et au fur et à mesure, j'ai un appauvrissement en oxygène 18 dans le nuage qui va arriver au niveau des pôles. Et donc je me retrouve avec de la glace qui est très appauvri en oxygène 18. Et ici on a un delta 18 de l'ordre de moins 45 pour 1000, alors qu'on a actuellement
un delta O18 de l'ordre de moins 40 pour 1000. En revanche, si je me place dans une période beaucoup plus chaude, j'ai le même phénomène qui se déroule, sauf que j'ai beaucoup moins de précipitations entre l'équateur et les pôles, donc beaucoup moins d'oxygène 18 qui passe dans la phase liquide et dans les précipitations. J'ai donc de la glace beaucoup moins appauvrie au niveau des pôles lorsque la période est beaucoup plus chaude. J'ai déjà une calotte polaire qui est beaucoup plus faible, j'ai une fonte de la glace qui est plus importante, mais en plus j'ai un nuage qui est beaucoup moins appauvri en oxygène 18, et donc je me retrouve avec un delta O18 de l'ordre de moins 35 pour 1000. Une dernière notion que j'aimerais aborder ici, donc c'est toujours dans la linéarité entre les variations du delta O18 et donc la température. C'est ce qu'on retrouve ici pour la station de Vostok, pour l'Antarctique. Plus il fait froid, plus la température est faible, plus la valeur du delta O18 est faible également. D'accord ? Pour 0 degré, j'ai une valeur de delta O18 de l'ordre de moins 15 pour 1000. Alors que lorsqu'il fait moins 40 degrés, j'ai une valeur de delta O18 de l'ordre de moins 42 à moins 43 pour 1000. En revanche, cette linéarité ne s'applique plus pour des températures supérieures à 20 degrés. À partir de 20 degrés, la valeur du delta O18 n'est plus dépendante de la température, mais des précipitations, de la quantité de pluie qui va tomber. Donc on retrouve une petite linéarité, donc pour des températures supérieures à 20 degrés. Dans ce cas-là, le delta O18 va varier en fonction de la quantité de précipitations. Plus les précipitations sont importantes, plus le delta O18 est faible. Donc cette linéarité ici pour le delta O18 et la température marche très bien pour des températures qui sont inférieures à 20 degrés. Après 20 degrés, il faut tenir compte des précipitations et plus de la température pour comprendre la valeur du delta O18.